Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. À la une de l'actualité ce soir, fait le déséquilibre dans la répartition du personnel enseignant au Burkina. Il a même conduit le chef du département ministériel en charge à surseoir cette année les affectations pour convenance personnelle. Si les centres urbains sont prisés au détriment de ceux de la campagne, les disparités se font également sentir d'une SEB à l'autre dans la capitale. Comment y remédier? On en parle dans ce journal avec le ministre Stanislas Ouaro. Le sujet fait également couler beaucoup d'encre, notamment sur les réseaux sociaux. Le mariage des jeunes filles est bien réel sous nos cieux. La caravane de presse qui a parcouru les zones les plus touchées par le phénomène arrive à son terminus. Le rapt des jeunes filles et des jeunes élèves courants et souvent son origine est trouvée dans les pratiques culturelles. C'est pourquoi la démarche consiste à associer les chefs coutumiers dans la campagne dénommée Zéro mariage d'enfants. Si je vous dis Marc et Malika, si je vous dis égérie du cinquantenaire du FESPACO, il ne vous en faut pas plus pour deviner notre prochaine invitée. Maïmouna Ndiaye sera avec nous dans quelques instants. Elle nous fera part de sa participation au 72e Festival de Cannes en tant que membre du jury, du grand jury. Bienvenue à tous. Des professionnels des médias s'inquiètent du revers de la TNT en novembre prochain. Le Burkina Faso basculera définitivement dans la télévision numérique terrestre, ce qui n'est pas sans conséquence sur la viabilité des télévisions privées. Et selon leur premier responsable, la trésorerie pourrait faire défaut avec la dualité paiement des droits de diffusion et réduction de l'espace publicitaire. Comment exister dans un tel contexte? Élément de réponse avec Souleymane Sanou et Zoubaviel David Dabiré. Comment concilier viabilité des télévisions privées à l'ère du numérique, survie de la société burkinabé de télédiffusion et respect des textes sur la publicité? L'équation est soumise à des experts du domaine des médias depuis ce matin à travers un panel. Les organisateurs espèrent y identifier de nouvelles sources pour optimiser l'économie des médias burkinabés. Depuis le lancement de la TNT, nous avons pratiquement 18 chaînes de télévision qui meublent notre premier multiplex, notre premier bouquet. Et en dehors de ces 18 chaînes de télévision, vous avez accès à des centaines de chaînes de télévision à travers différents bouquets. Il va sans dire que le marché ne s'élargit pas autant. C'est tout à fait normal qu'on se pose des questions sur comment est-ce que toutes ces différentes chaînes de télévision pourront avoir des parts de marché conséquentes afin d'assurer leur viabilité. La loi sur la publicité au Burkina nous interdit de faire de la publicité, par exemple, sur l'alcool, sur les boissons dont le taux d'alcool excède 10%. Pendant ce temps, en Côte d'Ivoire à côté, un promoteur d'alcool peut aller faire la publicité sur la RTI, peut aller faire la publicité sur Nollywood et arroser le paysage burkinabé où le produit est vendu. Nous, on a un manque à gagner, d'autant plus que notre loi nous empêche de faire cette publicité. Et pendant ce temps, le produit est vendu sur le marché burkinabé. Dans cet exercice, les promoteurs des télévisions privées peuvent compter sur le soutien du Conseil supérieur de la communication. L'organe de régulation dit être sensible à la thématique et surtout aux enjeux de l'avènement de la télévision numérique pour les médias privés. Nous sommes prêts à accompagner toujours ces chaînes de télévision privées pour leur permettre aussi d'obtenir une redevance à payer qui soit à mesure donc de leur permettre de survivre, tout en ne plombant pas la société burkinabé de télédiffusion. Les fruits de ces réflexions devront servir de boussole pour les promoteurs de télévision privées qui entendent faire du lobbying auprès des décideurs. Cela y va de la survie de leurs entreprises, selon Issouf Sari. Les ténors du parti au pouvoir étaient dans la province de la Sicile ce samedi à Léo, le secrétaire exécutif national du MPP, tout comme le président de l'Assemblée nationale, sonne la mobilisation avec dans le viseur les prochaines consultations électorales. Les militants et les sympathisants du mouvement de peuple pour le progrès ont surtout échangé sur la vie du parti dans cette région du pays. Compte rendu avec Roger Kam et Maïmouna Traoré. Après le renouvellement des structures provinciales du mouvement du peuple pour le progrès dans la Sicile, les militants et sympathisants sonnent le rassemblement. Une assemblée générale pour échanger sur la vie du parti dans la province, les acquis, les difficultés rencontrées et se donner des conseils. Depuis que nous sommes sortis des échéances passées, il y avait eu une petite pause, il n'y avait pas de trouble d'activité. Quand on nous a demandé de renouveler les structures,
comme au jour d'aujourd'hui, nous avons pu renouveler toutes les structures, la réception et la structure provinciale des jeunes, qu'on n'a pas encore validée. Donc il était quand même bon qu'on puisse se retrouver, encore mesurer notre force de frappe, voir si nous sommes toujours compris, si nos camarades sont toujours sur place. Nous sommes rassurés que le parti se porte très bien. Et nous voulons féliciter l'ensemble des acteurs de cet état de santé au niveau de cette province. Les élections présidentielles pointent à l'horizon et le patron de la cérémonie invite les militants à l'union et à la cohésion. Et faire en sorte aussi que nous puissions travailler main dans la main avec les FDS. Ça, c'est la première, parce que comme je l'ai dit dans mon discours de clôture à la session, c'est le droit numéro 1, le droit à la vie. Et après cela, c'est demander aux militants de travailler encore, travailler davantage pour que 2020 soit vraiment une victoire plus éclatante. Et faire en sorte que le MPP puisse s'ouvrir à d'autres militants qui aujourd'hui ne font que taper à la porte du MPP. Certaines promesses de campagne du président du Faso ne sont pas encore réalisées et c'était l'occasion pour les militants de les rappeler aux premiers responsables du parti. Il s'agit entre autres d'infrastructures routières, mais les interlocuteurs assurent les promesses seront tenues. On en vient à cette actualité. Dans cette édition, au lendemain de la publication des résultats d'une enquête faisant état d'un grand déséquilibre dans la répartition du personnel enseignant, le ministre en charge de l'alphabétisation décide de surseoir les affectations pour convenance personnelle des enseignants concentrés dans les centres urbains avec en face un manque criard dans les zones rurales. Et cette disparité se fait également sentir dans certaines écoles situées en périphérie de la capitale. Constat avec Draman Guéné. École Cambouin B. Nous sommes dans la classe de CP2. Tani Zango, face à 105 écoliers, sans suppléants. Elle est seule depuis le début de l'année scolaire. 5 élèves se partagent le même table-banc. Des effectifs pléthoriques dans les classes, alors qu'il y a déficit d'enseignants. Un véritable casse-tête pour le chef de l'établissement. C'est vraiment pas facile. Parce que avec les effectifs élevés, on fait avec, parce que bon, et malgré tout, c'est pas la seule classe, même les autres c'est comme ça. Et en tout cas, ça faut les solliciter. C'est-à-dire à chaque rentrée, vous venez, vous aurez autant d'élèves que de parents d'élèves qui viennent demander solliciter la place. En dehors du CM2, toutes les classes sont au-delà. Ici, l'on est loin du ratio de 50 élèves par enseignant. Mais que faire avec un nombre insuffisant d'enseignants? Cambouin B fait partie des 19 écoles primaires publiques de la circonscription d'éducation de base, Ouaga 15. 92 salles de classe avec au total 165 encadreurs selon des statistiques actualisées. En principe, il n'y a pas de déficit, plutôt un déséquilibre dans la répartition du personnel. Mais c'est une équation difficile, nous dit l'inspectrice Kabouré. Exemple à l'appui. À partir du mois de novembre, avec les différents départs pour les écoles de formation, j'ai senti un besoin de rééquilibrer le personnel au niveau des différentes écoles. Parce qu'il y a certaines écoles où il y a 4 à 5 suppléants et d'autres se retrouvent sans suppléant ou avec un seul suppléant. Quand j'ai essayé de faire le planning, j'ai eu le syndicat à dos et on a dû gérer très difficilement pour avoir quelques éléments pour aller boucher les trous. Situation similaire dans la SEB Ouaga 6. 313 agents, dont 212 déployés dans les 21 écoles que compte cette circonscription d'éducation de base. Je ne peux pas m'affirmer si nous sommes en surnombre parce que en tout cas, le nombre c'est 313. Si on veut voir le rapport par rapport au nombre de classes qui existent là, peut-être on va se dire que nous sommes en surnombre. Mais si on veut voir la réalité, ceux-là qui sont vraiment solides, qui peuvent travailler comme il se doit, je me demande si on peut avoir le tiers même, qui sont vraiment des enseignants ou bien des agents valides. Des enseignants inaptes du fait de la maladie. Mais pas seulement, car certains croulent sous le poids de l'âge après plusieurs années de service en milieu rural. Sursoir aux affectations pour convenance personnelle ou pour nécessité de service, tel que annoncé par le chef du département de l'éducation, fera des mécontents.
L'enseignant qui est à Ouaga, il croit que l'école où il se trouve, il ne doit pas être déplacé. Donc nous saluons le ministre qui s'implique lui-même pour que ce problème puisse être résolu. Et nous espérons que les collègues enseignants vont nous comprendre. Bon, en tout cas, ça présage des difficultés. Mais je me dis que, quoi qu'on dise là, nous pouvons faire confiance à notre ministre. S'il arrive à prendre des mesures comme ça, il va baliser le coin avant de prendre les mesures ici. Cette opération de rationalisation du personnel enseignant est un défi que le ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales entend relever afin de mettre fin au déséquilibre dans le déploiement des agents. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Alors, on a entendu tantôt dans ce reportage de Dramane Dadian, des inspectrices donc, qui vous soutiennent, qui soutiennent votre action, il faut le dire. Vos prédécesseurs ont essayé de régler cette situation qui perdure. Qu'est-ce qui l'explique? Oui, il faut dire qu'au niveau du ministère en charge de l'éducation, et même dans la fonction publique de façon générale, il se pose le problème de la gestion des ressources humaines. Et c'est pour cela que le ministère en charge de la fonction publique a organisé donc un recensement géographique du personnel de la fonction publique. Et ce recensement géographique a permis donc de comprendre l'ampleur du phénomène de gestion des ressources humaines. Et je m'intéresse au cas spécifique du ministère donc, que je dirige, le ministère en charge de l'éducation. Et à titre d'exemple, ce qu'on peut dire, c'est que lorsqu'on regarde le reportage, effectivement, le déséquilibre il est là. Parce que lorsqu'on fait le point, en fait, toutes les régions sont en sureffectif. Toutes les régions sont en sureffectif. Quand on prend le ratio un enseignant pour 50 élèves, il n'y a que la région du centre-ouest où on a un enseignant pour 57 élèves. Par contre, quand vous prenez la région du Sahel, vous avez un enseignant pour 25 élèves, la région du Sud-Ouest, un enseignant pour 27 élèves, la région du Centre, un enseignant pour 33 élèves. Donc, on est totalement en dessous des ratios. Et pour revenir de façon profonde à cela, ça c'est au niveau du primaire, nous avons, dans le cadre du recensement géographique mené par la fonction publique, avec l'appui des agents de mon ministère, nous avons remarqué justement que nous avons 50 124 salles de classe disponibles au niveau du primaire sur tout le territoire national pour l'enseignement public. Et nous avons 68 088 enseignants en classe. Sinon, nous avons autour de 71 000 enseignants, c'est-à-dire des instituteurs adjoints. Il y en a toujours, il y a autour de 530 instituteurs adjoints, des instituteurs adjoints certifiés et des instituteurs certifiés. Donc, il y a à peu près 18 000 enseignants de plus que le nombre de classes. Donc, ça pose quand même des problèmes. Qui est responsable, monsieur le ministre? Non, je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas nécessaire de pointer une responsabilité, c'est de regarder effectivement la situation de façon froide et d'y apporter des solutions. Mais est-ce que l'administration se sent responsable justement de cette situation? Non, nous nous sentons responsables. C'est pour cela que nous avons décidé pour cette année de surseoir aux affectations pour convenance personnelle, communément appelées au ministère en charge de l'éducation, mouvement national. Parce qu'au regard de la taille du ministère, les actions pour convenance personnelle en fait sont à l'initiative de l'agent. Et nous avons organisé ça à travers ce que nous appelons un mouvement national. Nous avons pris un arrêté pour encadrer cela. Et donc nous avons décidé d'opter pour la deuxième voie, parce qu'il n'y a que deux voies dans le cadre donc, des affectations, la gestion des ressources humaines, il y a un décret qui l'encadre. Donc c'est les affectations pour nécessité de service. Mais cette fois-ci, encadré par souci de transparence, d'équité et de justice, pour pouvoir donc ramener les enseignants là où il le faut, parce que comme vous le voyez, il y a des déficits par endroit. Mais ce n'est pas seulement la situation, il y a pour les raisons sécuritaires, donc des collègues qui depuis 2 ans aussi n'exercent plus depuis 1 année, qui sont là, il faut pouvoir les redéployer. Mais là c'est le primaire, mais le cas du secondaire aussi est assez dramatique, parce que nous avons constaté qu'on a des collègues qui ne font que 2 heures par semaine, alors qu'ils doivent faire 22 heures ou 18 heures selon le niveau, qu'il soit professeur de lycée et collège 18 heures, qu'il soit professeur de collège donc 22 heures. Et il y en a même qui sont affectés dans des établissements des grandes villes et ils ne font aucune heure. Et donc ça nécessite vraiment que nous puissions prendre les taureaux par les cornes et le faire. Et pour cela, c'est vraiment dire que l'objectif ici, ce n'est pas que le ministre prenne une décision pour affecter par-ci, justement, ce que par-là. je voulais vous demander, est-ce que les partenaires sont associés pour qu'il n'y ait pas justement de remous? Tout à fait. Nous avons adopté une démarche participative. Nous avons d'abord commencé par
commencer par présenter la situation, donc à travers un conseil de cabinet élargi qui a été présidé par le Premier ministre de façon exceptionnelle au regard donc de la situation et du travail que nous devons faire. Ensuite, nous avons présenté cela à l'ensemble de 25 structures syndicales du MENA le mercredi dernier. Et dès demain, nous partons en atelier de 2 semaines pour préparer justement les critères d'affectation pour nécessité de services pour cette année, qu'on pourrait qualifier de redéploiement. Donc ça va être des critères vraiment objectifs, des critères de transparence, d'équité et de justice. Et les partenaires sociaux sont associés, il y a une dizaine de partenaires sociaux qui font partie donc de la mission, mais nous n'avons pas d'autre choix que de travailler à améliorer cette situation et faire en sorte que en fait, le système éducatif soit plus performant, mais aussi et surtout faire en sorte que la gestion des ressources humaines au MENA, mais aussi dans l'ensemble de la fonction publique soit de qualité. Et je veux rassurer que ce n'est pas un travail qui a commencé. Nous avons commencé par exemple le recensement des volumes horaires des anciens du secondaire en octobre passé. Et le recensement géographique de la fonction publique l'a démarré à peu près à la même période. Et donc nous sommes au bout du processus. Et notre objectif, c'est de faire en sorte que d'ici la fin du mois de juillet, chaque agent puisse savoir là où il va. Alors, Monsieur le ministre, dans quelques jours va s'ouvrir le certificat d'études primaires. Alors, est-ce que tout est fin prêt? Est-ce que tout est balisé pour que ce CEP-là se passe dans les conditions les plus acceptables? Oui, tout est prêt. Nous avons déjà démarré donc la semaine, disons le mardi dernier, les épreuves, donc le jeudi dernier plutôt, les épreuves du BPC qui se déroulent bien. Et donc le mardi prochain, nous allons lancer les épreuves du certificat d'études primaires. Le BP et les cas ont eu lieu. En tout cas, tout est fin prêt. Nous continuons toujours de veiller aux aspects surtout sécuritaires, parce que vous constatez depuis quelque temps que nous sommes vraiment agressés. Il y a eu des attaques contre certains de nos convois qui transportaient donc des sujets, mais aussi des attaques contre des commissariats qui avaient donc les sujets à leur niveau par raison de sécurité. Et ça a même occasionné donc la dégradation de certaines cantines que nous avons remplacées. Donc les forces de défense et de sécurité sont en alerte maximum pour assurer cela. Merci à vous, Monsieur le ministre, d'avoir été sur ce plateau. Je rappelle qu'il était question avec vous de la question du déséquilibre donc, dans la répartition du personnel enseignant dans les centres d'éducation au Burkina. La suite de ce journal nous conduit à Bobo-Dioulasso, où des jeunes de tous bords sont formés sur la communication digitale. Les initiateurs s'attellent à leur inculquer des outils afin de leur permettre de maîtriser cet espace numérique. Le e-commerce est la star de cette session qui s'est tenue ce week-end même dans la ville de Sia. Les enjeux avec Kassoum Milogo et Ismaël Saturnin Paris. Ces jeunes bobolais, la plupart étudiants, sont à l'école de l'entrepreneuriat digital. Ils sont là pour avoir des connaissances dans le domaine des technologies de l'information et de la communication, notamment les e-commerce. C'est une initiative de l'entreprise Sam Associates en collaboration avec Digital Wealth. Comme le marché de l'emploi est saturé, voilà, donc nous avons envisagé de former les jeunes sur l'entrepreneuriat digital pour qu'ils sachent quels sont les avantages qu'on peut tirer sur le numérique. Donc la conférence porte sur le e-commerce et l'entrepreneuriat digital. Le conférencier, c'est un spécialiste en marketing digital. Donc il va les apprendre comment utiliser les réseaux sociaux, le digital pour tirer du profit. Et pour les professionnels, c'est comment ils peuvent utiliser le digital pour booster les ventes et pour faire connaître leur entreprise. Cette formation est appréciée ici à sa juste valeur par les bénéficiaires. Une formation qui permettra à certains de se lancer dans l'entrepreneuriat digital et à d'autres de se perfectionner. En tant qu'étudiante en licence de marketing et de communication aussi, et étant aussi une petite commerçante en ligne, l'idée de cette formation me paraît très intéressante parce que cela va me permettre d'acquérir plusieurs connaissances pour me permettre de m'améliorer sur mon commerce. Sam Associates est une jeune entreprise qui a vu le jour en mai dernier et cette activité est la première à son actif.
Le numérique est aussi nécessaire dans le domaine des mines qui offre des perspectives à une trentaine de jeunes burkinabés. Ils sont intéressés par une formation au Centre professionnel d'engins miniers, santé et sécurité. Sur initiative du ministère des Mines et des Carrières, ces jeunes sélectionnés, à travers des critères bien précis, vont pendant 3 mois allier théorie et pratique. La session ouverte à Fadangourma dans la région de l'Est vise à fournir aux entreprises minières des compétences locales. Amado Seydou Nikiema avec Chantal Ouedraogo. 30 jeunes de la province du Gourma sont bénéficiaires d'une formation en conduite d'engins miniers. Ce projet, nourri par le ministre en charge des mines, est aujourd'hui une réalité avec le lancement de cette session de formation à Fadangourma. Cette initiative vise à accroître l'employabilité des jeunes dans le secteur des mines. Le chômage équivaut à la pauvreté et à la précarité, mais aussi au manque de perspectives pour les jeunes. Donc tout cela fait que nous avons pensé qu'il était bon de prendre cette initiative, surtout pour un secteur aussi émergent que le secteur des mines. Les jeunes accueillent avec beaucoup d'enthousiasme cette opportunité qui leur est offerte. Très heureux de cette initiative du ministre. Vraiment, ça nous réjouit beaucoup. Ça nous permet aussi d'aller montrer nos compétences dans les domaines du mine. Vraiment, c'est un plus pour les jeunes de l'Est. Le ministre saisit cette occasion pour lancer un appel aux organisations et acteurs économiques à développer de pareilles initiatives à l'endroit des jeunes. Cette session est également une occasion d'appel à d'autres intervenants, aussi bien publics que privés, pour que chacun puisse investir dans le renforcement des capacités de nos jeunes, parce que c'est de cette façon que nous allons préparer l'avenir. Cette session de formation est effective grâce à l'accompagnement du Centre de formation professionnelle d'engins miniers, santé et sécurité au travail. Rendez-vous est donc donné dans 3 mois pour la sortie des conducteurs miniers. On en vient à cet autre titre. La dernière étape de la caravane intégrée Zéro mariage d'enfants s'est effectuée dans la région du centre-est. La zone est également touchée par le phénomène du mariage d'enfants, à l'instar des autres régions sillonnées par la caravane. La seule différence réside dans les pratiques culturelles. Dans le centre-est, on parle d'échange de jeunes filles. Paul-David Bambara avec Nathalie Sawadogo pour plus de détails. Plus jamais de mariage d'enfants dans la commune rurale de Dourtenga dans le Koulpelgo. C'est la résolution des chefs coutumiers de la localité. Après avoir rencontré l'équipe de plaidoyer dans le cadre de la campagne Zéro mariage d'enfants et mieux s'imprégner des méfaits des mariages précoces des jeunes filles, ensemble, ils décident ce qui suit. Tous les chefs de la province de Koulpelgo, au nom de l'association, nous, on veut qu'aujourd'hui, que c'est ça, que ça se supprime. Même si possible, si on entend, on va appeler même la gendarmerie, insérer même la gendarmerie et la police, et on va les punir petit à petit, ça va aller. Sinon, ça ne va pas. C'est ça seulement qui nous embête ici. Il y a des gens qui le cachent. Ils donnent même un enfant de 3 ans, ils donnent l'enfant là. Dans la commune rurale de Dourtenga, des pratiques culturelles s'imposent comme le rapt, le lito ou échange des filles. C'est comme nous avons dit là-bas, le lito. Il s'avère souvent que si vous, par exemple, on vous prend à aller donner à un garçon, et ce garçon donne sa sœur ici à votre sœur. Des échanges comme ça. Si, par exemple, ils ne s'entendent pas, vous les tournez chez vos parents et eux aussi les tirent leur sœur. C'est comme ça. Il n'y a pas cette semaine que nous ne recevons pas un cas de mariage d'enfants. La fille peut être victime de 2 enlèvements. L'autre enlevé et l'autre part enlevé. Maintenant, c'est le premier qui l'a enlevé là, qui se précipite venir vers nous pour dénoncer l'enlèvement. Donc c'est des cas que, en tout cas, c'est très fréquent ici, dans la province du Koulpelgo. Il y a aussi le don. Une famille ou un père promet sa fille à un ami, une famille alliée en récompense d'un acte de bienfaisance.
Dès lors que la fille atteint l'âge de la puberté, elle est obligée de rejoindre son mari. Souvent, on donne à des vieux, soit le mari est décédé et la fille est partie en ville, à la recherche de quelqu'un avec qui elle va trouver le bonheur. Donc il y a beaucoup qui sont en ville et ça finit par une vie de débauche. Il y a certaines aussi, elles sont restées malheureuses. Ou dans le foyer, les enfants, parce qu'il y a des conséquences sur les enfants. C'est-à-dire qu'à la conception même déjà, s'il n'y a pas d'équilibre, ça joue sur les enfants. Ils grandissent dans la haine. Le phénomène de mariage précoce des jeunes filles dans la région du centre-est est récurrent, et ce malgré les efforts fournis par les services de la Direction régionale de la femme dans la sensibilisation. Nous assistons le plus souvent au retrait de filles de l'école pour être données en mariage. De 2016 à 2018, nos structures, c'est-à-dire les directions provinciales, ont pu enregistrer 248 cas de mariage précoce. L'association des chefs coutumiers de la province de Koulpelgo compte environ 70 membres. Ils envisagent dans les jours à venir des tournées de sensibilisation à travers la province afin de venir à bout de ce fléau qui mine le devenir de la jeunesse. D'une région à une autre, allons cette fois à Tamidou. C'est un village situé dans le plateau central. Tamidou inaugure une formation sanitaire. La localité habitée par quelques 1200 habitants bénéficie ainsi de la mise en œuvre des engagements nationaux. Le nouveau centre de santé et de promotion sociale a été érigé grâce à une mobilisation financière estimée à près de 153 millions de nos francs. Sié Lassina Ouattara avec Sanoua Christine Koulibaly. C'est une infrastructure sanitaire composée d'un dispensaire, d'une maternité entièrement équipée, des logements et d'un forage qui vient d'être livré aux populations de Tamidou. Une formation sanitaire qui participe ainsi à l'amélioration de la quantité et de la qualité des services de santé dans la commune urbaine de Zorgo. Dans la ville, nous n'avons qu'un seul CSPS, donc celui-ci vient en renfort. Ça va permettre de décongestionner l'autre dispensaire. Vous savez que dans le programme présidentiel, l'objectif est de réaliser un rayon moyen d'action de 5 km. C'est-à-dire qu'on souhaiterait qu'au terme du programme, la mise en œuvre, une personne ne parcourt pas plus de 5 km pour trouver une formation sanitaire. Ce centre de santé et de promotion sociale est avant tout la concrétisation d'une promesse de campagne faite par le président du Faso en 2015. La question de la santé des populations est une question qui tient à cœur le président du Faso, qui s'est engagé aussi bien à faire en sorte que les infrastructures de santé soient à proximité des populations, mais il s'est engagé également à relever les plateaux techniques au sein de ces structures de santé de manière à ce que les équipes médicales puissent pouvoir procurer les soins dans de bonnes conditions. D'un coût de 153 millions de francs CFA, le CSPS de Tamidou est réalisé par le secrétariat permanent des engagements nationaux. Ouvrons à présent une page culture. À ce journal, le Burkina Faso exporte son savoir-faire. L'Office national du tourisme burkinabé a participé cette année à plusieurs salons et festivals de renom en Afrique. Les cas du FEMUA et du CITA en Côte d'Ivoire ont permis à l'ONTB de vendre la destination Burkina, une satisfaction affichée dans ce récit de Draman Guéné. Vaste opération de charme de l'Office national du tourisme burkinabé au FEMUA et au CITA en Côte d'Ivoire. Au mois d'avril et mai dernier, l'ONTB a fait une immersion dans ces deux événements majeurs de l'espace UEMOA avec pour objectif faire la promotion de la destination Burkina. Nous sommes venus montrer à la face du monde, à partir de la Côte d'Ivoire, ce que le Burkina a comme élément pittoresque qu'on peut appeler les potentialités touristiques. Dans son stand pays de 36 mètres carrés dressé au CITA, la délégation de l'ONTB a noué des partenariats avec des structures sœurs et présenté l'offre touristique burkinabé aux nombreux visiteurs. Nous avons un pays immensement talentueux en matière de tourisme
divisée en 4 zones. La zone de l'Est qui est propre au tourisme synergétique et de vision. La zone du centre qui est le tourisme d'affaires et des sites en émergence comme Lango, comme Manenga. Il y a la zone de l'Ouest que tout le monde adore par rapport à ce que Bobo et Banfora plus Gawa. Gawa, il y a les ruines de l'Europénie qui est un patrimoine mondial de l'UNESCO aujourd'hui. La zone du Sahel, il y a une autre forme de riposte qui est en train de prendre sérieusement, c'est le tourisme interne qui invite les Burkinabés à aller visiter leurs propres sites nationaux. Grâce au ministère de la Culture et ce, conformément à un engagement pris, l'Office national du tourisme burkinabé a facilité le séjour d'une agence de tourisme burkinabé au CITA. On a eu des contacts avec des agences, avec les TO pour pouvoir mieux vendre la destination. Ça s'est très bien passé dans la SAM. En marge du CITA, l'ONTB a pris part à Bouaké et à Issia aux journées culturelles du Burkina. On est satisfait parce qu'on a eu quelques facettes de danse des différentes contrées du Burkina qu'on a pu voir. L'essentiel pour nous, c'est que les gens ont apprécié. Mieux faire connaître l'Office national du tourisme burkinabé et promouvoir la destination Burkina Faso, tel était l'objectif que s'est fixé l'ONTB en prenant part au CITA et au FEMIA au mois d'avril et mai dernier. Elle aussi a vendu la destination Burkina en mai dernier. Maïmouna Ndiaye a surtout représenté l'Afrique tout entière au 72e Festival de Cannes. Bonsoir Mouna. Bonsoir Peggy. Alors ça fait quoi de monter les marches du célèbre tapis rouge du Festival de Cannes? C'est un rêve qui se réalise, un rêve très lointain, puisque je regardais le Festival de Cannes, mais vraiment avec beaucoup de distance. Et jamais j'aurais pu penser que aussi rapidement j'allais pouvoir, monter sur ce tapis avec tous ces photographes de part et d'autre et d'aller représenter, disons, le cinéma africain, le Burkina et l'Afrique tout entière. C'était une aventure extraordinaire. Alors à ce festival, vous faisiez partie de ceux qui ont désigné la Palme d'Or et qui est revenu au réalisateur sud-coréen Bong Joon-ho avec son film Parasite. Est-ce qu'il l'a mérité? Écoutez, je pense que oui, même s'il y avait de grosses pointures au Festival de Cannes. Je pense que le fait d'avoir été, on était 9 membres du jury quand même, de nationalités différentes, d'horizons culturels et cinématographiques complètement différents. Donc je pense que c'est notre sensibilité et la simplicité, disons, du propos qui a touché tout le monde. Et voilà, on a désigné que c'était de la Palme d'Or. Alors, est-ce que vous avez senti le 7e art africain à Cannes cette année? Oui, on l'a senti parce que pour cette année, il y avait notamment une initiative, il y avait le pavillon Afrique, donc Afrique francophone, Afrique anglophone, qui avait justement l'opportunité de pouvoir exposer et parler de notre cinéma. Donc il y a eu cette ouverture-là. Il y avait des membres du jury dans les films d'un certain regard, par exemple, avec Diamambou. Je pense qu'il y a eu une première ouverture qui se fait. Il y en a toujours eu de toute façon, mais je pense que c'est à nous aussi de nous imposer et de prendre notre place dans ce festival. D'accord. Et c'est possible selon vous? C'est très possible, bien sûr. Je veux dire, le cinéma, il est universel, il est international, et c'est à nous de nous positionner et de faire des films avec des scénarios qui sont compris et qui sont vus par tout le monde, qui doivent être vus par tout le monde. Alors, votre palmarès, il est des plus incroyables, 40 films, des pièces de théâtre et plusieurs personnages, et des personnages de femmes fortes surtout. Alors, c'est ce qui a joué selon vous pour votre désignation à participer à ce jury? Les organisateurs de cette 72e édition du festival, il y a parmi elles des personnes que j'ai rencontrées au Trophée francophone en 2016, où j'ai obtenu le trophée de la meilleure actrice francophone, parmi tant d'autres, ce qui était un honneur. Et je pense que ces personnes m'ont gardé en souvenir et ont suivi mon parcours. Malgré tout, pendant toutes ces années, ont vu ce que je faisais, les festivals où j'allais, les festivals où j'avais été membre du jury, notamment à Khouribga au Maroc, ou au JCC à Carthage. Et donc, on fait appel à moi en se disant, bon, pour une fois, je ne pense pas que c'est un rapport avec les deux films
franco-africains qu'il y avait, notamment le film de Ladjili et de Mati Diop. Je pense que c'est un parcours qu'ils ont suivi, et ils m'ont invité en fonction de ça et en fonction de ce que j'aurais pu apporter. Et pour moi, c'était vraiment une grosse responsabilité et un honneur de pouvoir aller défendre, disons, les autres films, mais aussi les 2 films franco-africains qu'il y avait. D'accord. Et est-ce que ces films ont reçu des prix? Oui, le film de Mati Diop, notamment Mati Diop, qui est la nièce de Djibril Diop Mambéty, qui est très connue, la fille de Oasis Diop. Elle a reçu le prix du jury. Et le film de Ladjili, franco-malien, a reçu le prix spécial du jury. Voilà. Alors, en tout cas, vous avez apporté beaucoup de couleurs à ce festival de Cannes, une fierté portée par le Burkina, votre pays de cœur, mais sûrement par l'Afrique tout entière. Alors, du Faso d'Anfani sur les écrans du monde entier. C'est une fierté donc, que nous avons tous portée. Et quelle est la leçon que vous tirez en fait de cette aventure à Cannes? La leçon, je dirais en fait, j'ai eu la chance d'être, disons, une locomotive. La personne qui a été choisie donc, pour représenter les femmes africaines, le cinéma africain, le continent africain. Particulièrement, même si ça peut frustrer certains, tout le monde n'est pas d'accord avec le Festival de Cannes, mais c'est pas grave, on ne peut pas contenter tout le monde. J'ai été très contente de représenter donc, les couleurs du Burkina. Et tous les festivals où j'ai été, c'est pas seulement à Cannes, tous les festivals où j'ai été depuis que j'ai obtenu mon prix d'interprétation en 2015 au FESPACO avec l'œil du cyclone, je me suis toujours habillée en Faso d'Anfani en fait. Parce que c'est du coton. Le coton est agréable à porter, qu'il fasse chaud ou qu'il fasse froid, je veux dire, on se sent bien, c'est une matière noble que j'aime beaucoup, donc j'ai toujours porté du coton. Et il se trouve que, voilà, Cannes m'a invité, donc dans mes valises, j'ai mis 10 façons d'Anfani dans mes valises. Et ça a donné en tout cas beaucoup de couleurs. Merci en tout cas à vous. Merci beaucoup, Peggy. C'était un honneur et un grand plaisir pour moi de porter haut et fort les couleurs, disons, de l'Afrique et de la culture et du cinéma africain. Voilà, et nous allons poursuivre justement ce journal avec un autre festival qui s'est achevé ce week-end dans le Naouri. La première édition du Festival des Arts et de la Culture Nankana a refermé ses portes sur une note de satisfaction. À l'initiative, le chef de Zeko, Sa Majesté Belemziri, qui place son mandat sous le signe de la valorisation des Nankana. La communauté qui partage ses fils entre le Burkina et le Ghana est une composante de l'ethnie Gouroussi, Nangbakuda et Aruna Mare. Les lampions s'éteignent à Zeko sur la première édition du Festival des Arts et de la Culture Nankana sous une note positive. Les 3 jours sont mis à profit par cette communauté Gouroussi, repartie entre le Ghana et le Burkina Faso pour resserrer les liens et donner plus d'élan à leur culture. C'est par la culture qu'on peut atteindre notre objectif. Quel objectif? La cohésion sociale. Quand on se connaît mieux, on se pardonne mieux. Donc il faut qu'on sache que nous sommes des frères. C'est véritablement ce qui fonde notre société et ce que nous avons en commun. Lorsque vous regardez cette mobilisation gigantesque, vous allez vous rendre compte que les gens sont venus de partout. Ils sont de différents environnements. Ils sont peut-être de différents partis politiques, mais ils sont tous là parce que c'est la culture, c'est ce qui les unit. Plusieurs activités comme les tirs à l'arc, les danses traditionnelles, les contes et légendes, ainsi que des conférences ont marqué ce premier rendez-vous. Les frontières issues de la colonisation ne sont qu'artificielles et que nous devons tout faire pour célébrer, magnifier le vivre ensemble qui a toujours existé entre les populations de part et d'autre de la frontière. Les gens ont fait des démonstrations de danse. Ils sont venus avec des danses que nous, on n'avait pas l'habitude de voir, mais aujourd'hui, on a essayé donc de voir ces genres de culture-là. Le promoteur exhorte les jeunes à sauvegarder et valoriser leur patrimoine culturel. Sous-groupe de la communauté Gouroussi, les Nankana se disent originaires de Gambaga. Les 4 fils de leurs ancêtres se sont installés respectivement à Gelewongo et Zeko, dans le Naouri, à Sénégo et Navrongo, en territoire ghanéen. Jérôme Tendrobego, bonsoir. Bonsoir Peggy Ouedraogo. Dimanche Sport ce soir, c'est avec vous. Bien sûr. Parce que mon complice Lassina, il est en Espagne. Il est du côté de Malaga. D'accord. Alors, on commence par le match international amical étalon
République démocratique du Congo jouer cet après-midi même justement? Bien sûr, un match amical aux objectifs bien différents pour chacune des deux formations. Les Léopards du Congo préparent la CAN qui commence le 21 juin prochain du côté de l'Égypte, alors que à cette CAN-là, les Salons ne vont pas participer. Mais il fallait un match de cette envergure-là pour amorcer le nouveau départ. Vous savez que les Salons ont échoué donc, aux éliminatoires de cette CAN. Je vous propose de suivre les temps forts de ce match étalon du Burkina, Léopard du Congo, soldé par un score nul et vierge 0-0 avec Lassina Sawadogo et Kwale Nebié. Ça va repartir avec Bertrand. Bertrand pour Eric. Eric le centre sans doute, le retrait. Il a voulu retrouver l'attaquant lyonnais. C'est bien joué. Ce ballon, il est bon. Le centre à venir. Ah ouais, encore Hervé. Oh, Elia. Il arrive à centrer. Il ne faut pas le laisser frapper. Ah ouais. Steve, Yago. Oui, il aura le ballon là. Il aura le ballon, le retrait. Voici la frappe. Ah oui. La Blati. C'est bien joué. La frappe. Eric Traoré. On va suivre ce ballon. Le ballon. Oh, Ibrahim Bansé. Voilà, commentaire de Lassina Sawadogo sur les images de Kwale Nebié, nos envoyés spéciaux du côté de Malaga. Mais Piguet Dravo, ce qu'il faut retenir, le plus important, ce n'était pas le score, mais la perspective de reconstruction. On écoute Bertrand Traoré qui a porté le brassard de capitaine en l'absence de Charles Kabouré et bien sûr Paulo Duarte, le sélectionneur, encore sélectionneur des étalons. Le résultat, ce n'est pas important, pas du tout. Même si je perds 2-0, ce n'est pas important. Mais triste pour lui parce qu'ils sont des jeunes qui viennent de montrer que l'avenir c'est lui, qu'ils sont capables de faire le plaisir à l'histoire et au avenir du football Burkina Faso. L'important est que je suis content. 10 ans, j'ai écrit de belles lignes au Burkina Faso. Il est le moment de changer et renouveler l'équipe. Et voilà, il y a eu beaucoup de nouveaux visages ce soir. Et je profite pour les féliciter, ils ont fait bonne impression. Et je pense que ce match est un nouveau départ voilà, pour les prochaines échéances. Lassina. Pardon, c'est Jérôme qui s'est préparé. Oui, Jérôme. Alors, on a entendu tout à l'heure le sélectionneur qui fait ses adieux, c'est bien ça? On peut prendre ça comme ça. Ce qui est sûr, il est sélectionné jusqu'au 31 juillet. Et on va attendre la fumée blanche du côté du comité exécutif de la Fédération burkinabé de football. Alors, on a une bonne nouvelle aussi pour ceux qui aiment le football. Bien sûr, vous savez qu'à partir du 21 juin, la CAN commence en Égypte avec le match d'ouverture Égypte-Zimbabwe, c'est au Caire. Les talents ne seront pas, mais pour ceux qui aiment le football, la RTB aura l'événement en direct sur ses antennes à partir du 21, donc avec le match d'ouverture et tout l'événement, vous pourrez suivre ça sur la RTB. Et puis la remise du prix Altitude Naouri 2019. Oui, voilà, ça s'est couru hier. Plus de 3 millions seront distribués en prix officiel, mais aussi en prix spéciaux. Les 5 premiers seront récompensés cette nuit même, tout à l'heure à partir de 21h en direct sur la RTB. Et en prix spéciaux, vous aurez le premier Burkinabé, Yacouba Sissé, arrivé 11e, la première Burkinabé et la première des femmes de la compétition. Il faut rappeler que l'épreuve a été remportée hier par le Kenyan John Bourou en 1h17 minutes 2 secondes. C'était hier sur le pic du Naouri. Alors, et c'était à cause de cette remise officielle du prix du pic de Altitude Naouri que vous n'aurez pas la retransmission de votre émission Start-up à la télé qui sera donc pour la semaine prochaine. Toutes nos excuses pour ce faux bond. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Très bonne soirée sur la télévision de Burkina.